hello et salut le magazine Vraiment Design, très déco, absolument mode et terriblement chic. C'est version française et c'est maintenant. La maison de cosmétiques qui résonne avec nature, c'est Yves Rocher. Aujourd'hui, ce sont les bienfaits de la camomille qu'ils nous font découvrir. Du bleu, du jaune, du rouge, du vert, c'est l'étendard de Jean-Charles de Castelbajac. Rencontre avec une légende de la pop culture. Besoin d'une bonne bouffée d'air frais, découverte d'un Paris aérien. Les meilleures adresses de la capitale pour prendre de la hauteur, c'est repérages. Nicolas et Nicolas sont la relève de la marqueterie française au programme dépoussiérage de meubles vintage. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. À mi-chemin entre Fort Boyard et James Bond, Cohesio, c'est l'activité à faire entre copains et collègues. Entre deux acrobaties, on développe esprit d'équipe et confiance en soi tout en se prenant pour un agent secret. Énigme, rapidité, concentration, vos neurones seront mis à rude épreuve. Cet espace de loisirs urbain est unique au monde et made in France bien sûr. Un drôle de bateau entre champignons et bulles de savon a fait son apparition sur l'île Seguin aux abords de Boulogne-Billancourt. C'est la scène musicale. L'idée, un ensemble culturel à la programmation éclectique, musique, classique, comédie musicale ou encore électro. Une architecture navale quasi lunaire. Nous, on embarque. Quand le blog se transforme en livre, c'est l'aventure de Jacqueline, fondatrice de Little Africa et initiatrice de l'ouvrage Le City Guide Afrique à Paris. L'idée est de vous faire découvrir l'Afrique à travers de bonnes adresses au cœur de la capitale. Restaurants, musées, librairies ou encore activités diverses y sont proposées. La directrice artistique d'Hybride donne à l'image de la maison tout son sens, avec des créations entre cabinets de curiosité et tableaux de famille. Entre plateau et tableau, Rachel Convert nous emporte à la croisée des mondes. Alors oui, vous pouvez exposer chez vous une femme à collerette à tête de lapin ou encore servir le café sur fond de Général Iguane. Depuis des années, la maison Yves Rocher a su s'imposer comme acteur majeur de la cosmétique responsable en France. Proche de la nature et de ses bienfaits, ils extraient le meilleur des plantes. C'est en Bretagne que nous sommes partis sur les traces de la famille Yves Rocher. Bien plus qu'une maison de cosmétiques, une dynastie dont les valeurs autour de la nature se transmettent de père en fils. Installée depuis 1959 à la Gacilly, le village natal du fondateur, la maison Yves Rocher est pionnière dans le domaine de la cosmétique naturelle. La Gacilly, c'est l'histoire de la marque. C'est là où est née la marque et c'est aussi là où est son futur. Mon père, quand il a créé la marque qui porte son nom, il l'a fait en partant d'ici même. Et c'est ici, sur cette terre familiale, que l'une des plantes les plus emblématiques de la marque est cultivée, la matricaire. Une variété de camomille qui est à l'origine de nombreux produits de beauté de la maison, et en particulier de la gamme Pure Calmie, créée il y a 50 ans par Yves Rocher. À l'époque, le fondateur a l'idée d'un soin quotidien, destiné à toutes les femmes et particulièrement apaisant pour la peau. Pour ça, il se tourne vers les vertus de la camomille matricaire bio, une fleur déjà connue depuis plusieurs siècles en médecine et en cosmétique. Alors, les vertus de la camomille sont des vertus à la fois apaisantes et aussi régénérantes et nutritives. En fait, on adapte l'extraction des principes actifs de la camomille en fonction des molécules qui vont être actives sur la peau et du besoin du produit qu'on a en face de nous. Les fleurs sont récoltées le matin, puis séchées et stockées à l'abri de la lumière en attendant d'être envoyées au laboratoire. En plus d'être riche en principes actifs, contrairement à d'autres espèces de camomille, la matricaire a l'avantage d'attirer beaucoup plus les abeilles et donc de favoriser la reproduction. Un atout écologique non négligeable pour l'agriculture biologique. La biodiversité, c'est pas un mot, c'est le rapport avec le vivant, c'est le rapport avec les insectes, avec le monde animal, bon, etc. Toutes nos usines ici qui sont basées en Bretagne sont refuges de biodiversité. Une fois nos fleurs séchées, le laboratoire prend le relais. Là, les fleurs de matricaire vont être traitées de différentes manières selon les propriétés dont on veut se servir. On va faire une eau florale, c'est-à-dire qu'on va distiller des fleurs dans de l'eau, etc., pour extraire des molécules apaisantes spécifiques qui ne se trouvent que dans la partie aqueuse de l'extraction.
Deuxième des choses, c'est qu'on va faire un enfleurage un peu traditionnel, c'est-à-dire qu'on va mettre des fleurs de camomille dans une huile végétale de macadamia et on va extraire à ce moment-là des composés plutôt gras, plutôt lipophiles et qui vont être nutritifs, qui vont être adoucissants pour la peau. En eau florale ou sous forme d'huile, la matricaire chouchoute notre peau. On est loin de se douter que dans cette petite fleur se cachent autant de bonnes choses. Certains produits sont même utilisés pour des soins en spa. La cosmétique végétale, c'est à la fois des actifs naturels, d'origine naturelle, mais aussi toute une formulation qui associe la naturalité des huiles, des beurres, des émulsionnants qui donnent les crèmes, etc. pour avoir en fait un écrin structuré, organisé de telle façon que le principe actif soit le plus actif sur la peau des femmes, le mieux toléré et que les femmes ressentent, je dirais, une efficacité innée du produit directement. Un demi-siècle après le lancement de la gamme, 51 pots par minute sont vendus dans le monde. Une belle histoire d'amour entre la beauté des femmes et la nature. Malgré le fait qu'on est dans des sociétés humaines qui sont de plus en plus urbanisées, qui vivent dans des milieux urbains, je pense que ce besoin de nature, il est essentiel. Donc nous, Yves Rocher, on y répond, mais sans avoir changé fondamentalement qui nous sommes. Un héritage de père en fils et une passion familiale qui mène aujourd'hui la maison à toujours aller chercher plus d'innovation. Dans la rue, sur une toile blanche ou sur des t-shirts, aucune surface ne résiste à la patte Castelbajac. Pape de la couleur et de l'abstrait, il nous fait découvrir son monde coloré et rock. Artiste et couturier, il a traversé 4 siècles d'art et de mode. Depuis les années 80, Jean-Charles de Castelbajac est le roi de la couleur et du détournement. Son univers est joyeux, festif, rempli de références à l'enfance ou à l'art. Jean-Charles de Castelbajac rime aujourd'hui avec pop et poésie, des codes qu'il a renouvelés à chaque collection. Le couturier a habillé les plus grandes stars et a même créé des vêtements liturgiques pour le pape, rien que ça. On retrouve notre prince de l'anticonformisme dans son atelier de création. Il nous plonge dans son univers polychrome, le temps d'une journée haute en couleurs. La couleur, déjà, c'est une liberté, mais absolue, hein. Si j'ai 3 feutres dans ma poche, un rouge, un jaune et un bleu, j'ai les outils de ma liberté. Et surtout, la plus grande outil de générosité, la couleur. C'est la plus grande outil de partage. Et c'est le plus grand outil d'espérance, tout simplement. Le dessin et la couleur sont au centre de ses nombreuses collaborations, comme celle avec Agnelle, maître gantier depuis 1937, ou avec Le Coq Sportif, marque de sport française pour laquelle il est directeur artistique depuis 1 an et demi. Mon idée, c'est de ramener cette maison au devant de la scène en revendiquant ses valeurs françaises. C'est le bleu, blanc, rouge, le tricolore, qui a toujours été assez mal aimé depuis des décennies. Et mon challenge était de mettre la création dans la grande distribution, c'est-à-dire de faire du travail du Coq Sportif un outil démocratique. Les couleurs et le dessin, on les retrouve également dans le nouveau parfum du créateur, Beautiful Day, un parfum féminin à base d'amandes et de fleurs d'oranger. Invitation à la gourmandise et à la joie de vivre. Mais comment a-t-il imaginé le flacon ? Le flacon, je l'ai imaginé comme une page de dessin. Je l'ai imaginé comme une ode aux femmes. Et je voulais vraiment dessiner au trait sur le flacon une femme forte et à la fois féminine. Donc j'ai travaillé mon fond de bouteille comme une page blanche sur laquelle je vais pouvoir revenir avec des dessins au fur et à mesure de la vie du parfum. La journée de Jean-Charles de Castelbajac se poursuit par une balade gustative à la table de son ami et célèbre chef cuisinier, Pierre Sang. Je suis interpellé par l'audace de ces harmonies. Il y a des choses qui sont discordantes, mais tellement discordantes qu'elles sont bouleversantes. Il ne place pas la beauté comme une perfection harmonique, il la place comme un acte de création pure. C'est pas un truc normal, pas une beauté habituelle.
Rencontrés il y a moins de 2 ans, les deux amis se sont, semble-t-il, bien trouvés. Et lorsque tu as une personne que tu connais comme Jean-Charles, qui sont accessibles, et tu vois sa façon d'être et de réagir et de dessiner, ça peut que être une source de motivation très positive qui peut t'influencer dans la vie. La journée du créateur se termine par la visite de la galerie Mannerheim qui présente l'exposition 40 passages. Pour marquer ses 40 ans de carrière, Jean-Charles de Castelbajac dévoile 40 dessins réalisés pour l'occasion. Mais le dessin, ça représente quoi au juste pour vous? Pour moi, le dessin, c'est vraiment l'expression de ce qui lie mon trait, de ce qui lie mon propos à mon âme. Donc, c'est vraiment la fulgurance absolue. Je ne prémédite jamais un dessin, aussi curieux que ça puisse paraître, et je m'aperçois après de sa structure, de son élaboration et de sa consistance. Pensée comme un défilé, cette exposition s'apparente à une collection utopique et onirique. Après avoir passé tant d'années à mettre de l'art dans mes vêtements, j'ai eu envie de mettre de la mode dans mon art. Donc, est né, en fait, quelque chose qui va sans doute guider mes pas artistiques dans le futur, cette espèce de fusion, cette espèce de pont suspendu entre toutes mes passions. Et nous, on espère surtout que Jean-Charles de Castelbajac va continuer à colorier notre quotidien. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Vous nous recevez aujourd'hui dans votre studio créatif. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est un peu un commando ici. J'aime bien cette idée moderne de création qui est une méthode un peu plus légère. Je travaille avec mes 2 fils, je travaille avec une équipe de 4 ou 5 personnes. L'idée, c'est d'envahir le monde de vibrations positives. Il est très difficile de revenir sur une carrière aussi riche, aussi variée que la vôtre. Le dessin est omniprésent. Vous dessinez sur les murs à Paris, vous avez toujours une craie sur vous. Le dessin, c'est presque aussi naturel que le mot, que la parole. Dessiner, oui. Dessiner, ça m'a toujours semblé être l'évasion ultime. Naturel. Et maintenant, c'est presque devenu un prolongement de moi, comme la parole, comme le verbe. Donc c'est une autre forme de verbe. Le crayon ou la craie, c'est mon 6e doigt de la main gauche. Hein. Votre œuvre est considérée comme une œuvre poétique et vous avez été un des premiers à imprimer des poésies, des textes sur des robes. Bien sûr. La poésie, vous savez, c'est l'ultime trésor. Ça ne peut pas s'acheter. Dans le mot, je trouve le terreau et le sillon dans lequel la graine de mes idées va naître. La graine de vos idées, elle naît aussi à travers des collaborations avec des artistes comme Combas, comme Ben, comme Andy Warhol, comme Keith Haring. C'est aussi une forme d'inspiration pour vous? Oui, ou aujourd'hui, Mathieu César, un groupe qui s'appelle The Shoes, ou Calypso Valois. Je vais livrer ma formule d'éternelle jeunesse. J'ai toujours aimé me projeter dans le futur et j'ai toujours aimé être fan. Hein. J'ai toujours été fan du talent, fan de la fulgurance, fan de l'audace, fan de la témérité. Et quand je vois des êtres téméraires, quand je vois des êtres qui vont sur des chemins que d'autres n'ont pas empruntés, j'ai envie de les rencontrer, j'ai envie de travailler avec eux. Montaigne disait « Il n'y a pas d'idée sans être deux ». Votre mode, Jean-Charles, a toujours été légère, positive. Jamais elle a été grise, morne et triste, dépressive, comme on peut voir dans certaines périodes. La joie, c'est un mot qui me vient quand je regarde votre œuvre. Oui, à la fois j'ai pu être très mélancolique, mais j'avais une armure d'espérance. Vous êtes aussi approprié beaucoup de figures de bande dessinée, de comics. C'est encore des codes de la rue qui sont passés à travers le viseur Jean-Charles? C'est plutôt une culture historique et médiévale, en fait. Moi, j'ai toujours aimé la tapisserie de Bayeux, la tapisserie de la reine Mathilde. J'ai toujours aimé les dessins dans les grottes de Lascaux, que je considérais comme les débuts d'une certaine forme de bande dessinée. Ce que j'aime, c'est la fulgurance des dessins qui racontent des histoires. Steve Jobs disait « Le monde appartient à celui qui sait raconter une histoire ». Vous savez le faire, ça c'est voilà. très, très clair. Ouais. On ne peut pas nommer Castelbajac sans penser à la musique, aux Sex Pistols, au rock, au pop. C'est quelque chose qui vous est très propre. On est tous habités par le plus beau son du monde, qui est le battement du cœur. Hein. Donc on fonctionne tous sur un rythme qu'on a tendance à oublier. Je pense que c'est un secret, là encore, pour ne
pas trop vieillir, que beaucoup devraient écouter, c'est d'écouter la musique de demain, hein, et de jamais se rattacher à une musique qui a pu les marquer dans un moment sentimental ou autre. Moi, c'est ce qui m'a donné l'énergie, l'envie de conquérir le monde, l'envie de changer le monde aussi. Donc c'est une longue filiation, mais je crois que la base, c'est le rock'n'roll. Et rock'n'roll, c'est pas seulement de la musique, c'est vivre rock'n'roll. Pour terminer, Jean-Charles, votre plus grande récompense, ça serait quoi? Écoutez, elle est à venir. Hein. Je pense qu'elle est à venir parce que ma plus grande récompense serait qu'à un moment, toute mon œuvre soit réunie pour en avoir un regard universel. Une grande rétrospective, en fait. Une grande rétrospective où peut-être qu'on me donne à repenser une ville ou un pays. Carrément de l'urbanisme. Ben, pourquoi pas? Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci à vous. Pas la peine d'être un pigeon pour décoller du bitume parisien. Aujourd'hui, on vous emmène à quelques mètres au-dessus du sol pour découvrir la capitale vue du ciel, plein gaz. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré un Paris dans les airs. Cette semaine, on s'envoie en l'air, mais avec classe et élégance. Pour commencer, que diriez-vous de tester un simulateur de vol? Vous avez peut-être déjà rêvé un jour de vous glisser dans la peau du beau pilote de ligne ou encore de découvrir l'envers du décor de votre vol. Eh bien, c'est désormais possible grâce à un simulateur qui permet à ceux qui le veulent de réaliser un vol aux commandes d'un gros engin, mais pas n'importe lequel, un Boeing 737. On peut, par exemple, si on dispose d'une heure devant nous, décoller de Charles de Gaulle pour se poser à Londres Heathrow. Ou encore, pendant la même durée, décoller de Nice pour aller à Ajaccio. Ou encore faire un Boston-New York. Ce sont des vols en temps réel qui visent à reproduire les procédures qui sont mises en œuvre par des compagnies quand ils réalisent un vol commercial. Chaque vol est précédé par un briefing encadré par un pilote qui joue le rôle de l'instructeur tout au long de cette balade aérienne, pouvant durer entre 30 et 90 minutes. Le ronflement des réacteurs, les vibrations du cockpit ainsi que la vision extérieure à 180 degrés vous assurent un voyage au 7e ciel. C'est de la réalité virtuelle, hein, tout simplement. Hein. Donc on raconte une histoire au cerveau, on lui projette un paysage avec un bon son et quelques sensations physiques, on s'y croit. Une expérience qui s'adresse au grand public, qu'il s'agisse d'amateurs d'avion, de pilotes privés ou de passionnés de simulation. Deux conditions sont toutefois à respecter, être âgé au minimum de 12 ans et mesurer au moins 1,40 m. Une fois ces critères remplis, à vous les commandes. Pour notre deuxième adresse, c'est un retour dans le passé qui nous attend. Planeur Rafale Concorde, une collection patrimoniale de près de 450 avions qui nous fait traverser l'histoire. Bienvenue donc au Bourget, dans le musée de l'air et de l'espace. L'objectif, c'est bien sûr la conservation du patrimoine, puisqu'on est un musée, donc l'idée c'est de transmettre aux générations futures notre patrimoine, mais aussi de présenter, bien sûr, de toucher le plus largement le public aujourd'hui, les enfants, les jeunes et puis les moins jeunes. Notre visite débute dans la partie consacrée à l'entre-deux-guerres, suivie de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux grandes découvertes spatiales. Mais la vraie star du musée reste l'incontournable espace dédié aux Concorde. C'est vrai que face à un avion, face à une fusée, même un petit de 3-4 ans est complètement émerveillé. Les plus grands, les jeunes se passionnent plus pour la technique, et puis les anciens, les plus âgés, viennent retrouver éventuellement des traces de leur histoire et de l'histoire de l'aviation depuis le début du siècle. Ambiance Star Wars au Captain America, à vous de choisir. Et quoi de mieux que de clôturer notre voyage aérien à bord d'un ballon géant? Et oui, vous ne rêvez pas. Installé depuis 1980 dans le parc André Citroën, le Ballon de Paris propose des vols pouvant aller jusqu'à 150 mètres d'altitude. Cette balade offre ainsi une vue imprenable sur la capitale.
fois au-delà de sa fonction de loisir, le Ballon de Paris est depuis 2008 devenu un véritable laboratoire volant. Des vols scientifiques sont régulièrement menés à 300 mètres d'altitude pour mesurer la qualité de l'air grâce à un ensemble de capteurs. C'est donc la tête dans les nuages que nous terminons notre ascension. Mais fort heureusement, Paris est aussi belle vue du ciel que depuis la Terre. Les deux amis Nicolas et Nicolas sont sur la même longueur d'onde et font vibrer les meubles rétro. Bois brut à plat de couleurs, c'est dans leur maison d'ébénisterie que nous sommes allés les rencontrer. On connaissait les Dupont et Dupont, voici les Nicolas et Nicolas. Ce ne sont pas des frères jumeaux, ils n'ont ni chapeau melon ni canne et leur spécialité, c'est le bois. Ébénistes de formation, les Nicolas se sont rencontrés sur les bancs de l'école. Nous avons en fait décidé, à partir de la première année, puisque le diplôme s'établit en 2 ans, à partir de la première année, de créer l'entreprise et de déjà travailler sur ce projet. Les deux amis s'installent en Normandie près de Caen et après 3 ans de création, décident de changer totalement leur manière de travailler. On a commencé un peu dans la vague, c'est-à-dire qu'on a fait du mobilier très éditeur, très moderne, épuré, très contemporain. Et on s'est dit, mais en fait, dans 5 ans, 10 ans, il sera totalement obsolète. Et du coup, on a pris un virage et on a souhaité revenir sur ces créations plus traditionnelles par les matériaux, avec un respect plus important des matériaux et des proportions. Commence alors un véritable travail autour du style. Les Nicolas imaginent des meubles modernes, contemporains, tout en respectant les techniques traditionnelles de l'ébénisterie. Un mélange des genres dont le résultat ne laisse pas indifférent. On n'a pas un dessin révolutionnaire forcément, mais on va plus travailler sur des textures, sur des détails. Tout est vraiment dessiné et on prend le parti pris de montrer par exemple des organes de rotation qui seront dessinés volontairement de façon à devenir un objet décoratif. Car ce qui fait aussi et surtout la particularité des créations des Nicolas, ce sont les mélanges de matériaux, comme le bois, le cuir, le carbone ou l'os. Là, c'était une volonté particulière de travailler cette matière, donc, qui est l'os, parce que c'est une matière qui a été un petit peu oubliée. C'est une matière qui a été travaillée dans les années 30 également, et qu'on a peu revue, voire pas revue depuis. Et donc on avait un réel intérêt à en fait redécouvrir cette matière. Donc là on est en train de refaire un échantillon d'os inclus dans de la résine. Donc pour ce faire, on vient retravailler l'os de l'intérieur à la défonceuse pour lui donner une forme régulière et que ce soit toujours la même. Et puis on lui donne un mouvement en venant tailler en pointe l'extérieur de l'os. Une fois les cercles d'os recouverts de résine bleue, il faut patienter quelques minutes avant de poncer et de découvrir le motif. De l'os, mais aussi de la peau de roussette, un petit requin dont les écailles sont en émail, ou de la paille de seigle. C'est un travail de marqueterie de paille, qui a été beaucoup travaillé en ameublement, mais beaucoup en décoration pour des petits coffrets, et qu'on retrouve beaucoup en ce moment, c'est très en vogue. Bien plus que des artisans, le duo d'ébénistes est aussi un duo de designers. Les Nicolas travaillent souvent avec des architectes pour la création de meubles sur mesure. Et après avoir lancé leur première collection au printemps 2017, les deux amis bouillonnent déjà de nouvelles idées. On a le désir de continuer cette idée de collection, parce que déjà c'est un réel plaisir, on a vraiment carte blanche. Et puis c'est montrer un savoir-faire aussi dans l'ébénisterie de très haut de gamme. Après on va plus partir pour avoir un indice sur une peau un peu particulière. Voilà. Le secret est donc bien gardé sur cette prochaine collection. On n'en saura pas plus pour le moment, mais on touche du bois en espérant qu'elle soit aussi remarquable que la précédente.
Version française est déjà terminée, mais nous on se retrouve très vite et n'oubliez pas, restez chic toujours. Bye.